Déjà, je souhaite mettre certaines choses au clair, et je vais expliquer beaucoup de principes dans cette vidéo qui vous permettront de mieux comprendre comment fonctionne la radioactivité. Ici, l'uranium n'est pas forcément dangereux à cause de sa radioactivité, mais plus parce qu'il est considéré comme un métal lourd, ce qui le rend du coup très toxique pour l'organisme. Au cours de ces expériences, ce seront surtout les bouts de radium qui pourront être assez radioactives. À côté de ça, l'acide nitrique est un puissant oxydant et très corrosif. La soude est corrosive et se dissout de façon exothermique dans l'eau. L'eau oxygénée est oxydante et corrosive, et l'ammoniac est corrosif et irritant. Je pourrais clairement pas vous donner assez d'informations pour que vous puissiez le reproduire de façon sûre, donc je vous le demande, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que vous allez voir dans cette vidéo. Si jamais vous avez besoin de revoir un endroit en particulier de la vidéo, je vous mettrai en description différents timecodes, comme ça ce sera bien plus pratique pour vous. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de donner mon avis sur le nucléaire ou son utilisation. Elle vise seulement à parler d'un domaine qui, selon moi, est intéressant. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je souhaitais réaliser depuis un petit moment, et qui va d'ailleurs sûrement être la plus longue de ma chaîne. Nous allons parler de la radioactivité. Essayer de débunker certains stéréotypes qui peuvent y être liés, et aussi explorer la chimie qui l'entoure. Comme la plupart d'entre vous doivent le savoir, toute la matière qui nous entoure, nous y compris, sommes composés de petites briques de matière qu'on appelle les atomes. Ces briques existent donc sous 118 formes différentes qu'on peut retrouver dans le tableau périodique des éléments. Cependant, bien qu'ils aient longtemps semblé stables, ils peuvent se désintégrer de façon naturelle, et c'est à ce moment-là qu'on parle de radioactivité. Beaucoup de gens perçoivent la radioactivité comme étant quelque chose d'extrêmement dangereux, voire de mortel, alors que celle-ci nous entoure tous les jours. On peut aussi bien en trouver venant des rayonnements émis par le soleil que des différents radioisotopes qui sont présents dans le sol, voire même dans notre corps. En parlant d'isotopes, voici un terme qui n'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Physiquement, il est difficile de pouvoir représenter un atome de façon réaliste, mais on peut tout de même en avoir un aperçu grâce au schéma qui est représenté actuellement. Bien évidemment, sur le schéma, les différentes particules, leur taille et aussi la distance qui les sépare ne sont pas du tout à l'échelle. Ce schéma vise juste à représenter grossièrement comment fonctionne un atome. Si vous voulez un ordre de grandeur pour vous représenter ça de façon un peu plus réaliste, vous pourriez comparer le centre de l'atome, donc le noyau, à la taille d'une mouche et la taille des orbites des électrons à celle d'une cathédrale. Dans un atome, nous trouvons donc trois choses différentes. Au centre, il se trouve le noyau qui va être composé de protons qui sont positifs et de neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Autour de ce noyau se trouvent donc des électrons qui, pour simplifier, tournent autour et qui ont une charge négative. L'atome ayant donc le même nombre de protons que d'électrons, les deux charges s'équilibrent, ce qui lui donne une charge électrique neutre. Dans cet atome, le nombre de protons, donc qui sont positifs, est ce qui va définir la nature de l'élément chimique en face duquel on est. Par exemple, un atome contenant un proton sera donc un atome d'hydrogène, et un atome en contenant 92 sera de l'uranium. Sauf qu'à ce moment-là, on peut se demander du coup ce que les neutrons définissent. Et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à parler d'isotopes. Si vous prenez par exemple un atome d'uranium 235 et 238, nous avons le même élément, mais par contre le nombre de neutrons est différent et du coup nous n'avons pas le même isotope. Pour prendre un autre exemple, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du carbone 14. Dans la nature, on trouve principalement un isotope de carbone qui est le carbone 12, mais on trouve aussi de temps à autre du carbone 14. Et grâce à la radioactivité de ce carbone 14, on peut l'utiliser pour dater des objets avec ce qu'on appelle sa demi-vie. La demi-vie d'un élément radioactif, c'est tout simplement la durée à partir de laquelle la moitié de tous les isotopes de cet élément dans l'univers se seront désintégrés. Et dans le cas du carbone 14, elle est d'environ 5730 ans. Autre fait intéressant, on sait que la demi-vie d'un élément radioactif est proportionnellement liée à son activité. Ce qui veut dire que plus un élément aura une demi-vie courte, plus il sera radioactif. Et c'est justement grâce à ces deux propriétés qu'on peut dater des objets à partir d'éléments radioactifs comme le carbone 14. Si on connaît son activité ou sa demi-vie, on peut en déduire l'autre grâce aux mesures qu'on réalise sur l'échantillon. Finalement, lorsqu'un atome radioactif se désintègre, celui-ci ne disparaît pas tout simplement de l'univers. Il va suivre ce qui s'appelle une chaîne de désintégration. Par exemple, avec l'uranium 238, qui est l'isotope le plus abondant dans la nature de l'uranium, il va se désintégrer au bout de 4,5 milliards d'années en thorium 234. Ce thorium 234 lui-même se désintègre au bout de 24 jours en protactinium, etc., etc. Et ça jusqu'à atteindre un état stable qui est donc le plomb 226 et qui ne se désintègre plus. Cependant, nous n'avons pas encore parlé d'où proviennent les dangers de la radioactivité. Lorsque l'élément se désintègre, effectivement il va se transformer en un autre isotope, voire un autre élément,
mais il va aussi émettre des rayonnements, et c'est ces rayonnements qui sont dangereux. Les premiers rayonnements dont on va parler sont les rayons alpha. Les rayons alpha ont une structure qui est similaire à l'atome que je vous ai montré plus tôt, qui était donc un atome d'hélium, sauf que le noyau est dépourvu de ses électrons. Ce sont des rayonnements qui sont très énergétiques, mais heureusement qui ne vont pas très loin. En moyenne, 1 ou 2 cm d'air ou une feuille de papier suffisent à les bloquer. De l'extérieur, ces rayonnements ne peuvent pas vraiment pénétrer le corps, mais les problèmes commencent s'ils sont ingérés ou inhalés. À ce moment-là, les émetteurs alpha se retrouvent directement en contact avec les muqueuses, ce qui peut provoquer des dégâts qui sont assez terribles. Nous avons l'exemple de Alexandre Litvinenko qui, en 2006, a été assassiné en ingérant du polonium-210, qui est un très puissant émetteur alpha. Ensuite, nous avons donc les rayonnements bêta, qui sont un peu moins connus, et qui ont surtout une structure qui est assez particulière, vu qu'ils se composent soit d'électrons et d'antineutrinos, soit de neutrinos et d'antiélectrons. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne cette désintégration, mais on peut dire déjà qu'ils sont un peu plus énergétiques que les rayonnements alpha, vu qu'il leur faut en moyenne une dizaine de centimètres d'air ou une feuille d'aluminium pour les bloquer, mais ils font aussi du coup moins de dégâts. Il existe aussi les rayonnements gamma qui sont plus connus, et qui sont surtout bien plus énergétiques, vu qu'ils peuvent parcourir plusieurs mètres ou passer à travers plusieurs centimètres de béton ou de plomb assez facilement. Ces rayonnements sont composés de photons de haute énergie, donc la particule qui représente le modèle corpusculaire de la lumière, mais aussi infligent un peu moins de dégâts comparés aux rayonnements alpha, bien qu'ils aillent plus loin. Il y a finalement les neutrons libres qui sont plus rares et qu'on retrouve uniquement lors des réactions nucléaires telles que dans les réacteurs ou les bombes. Maintenant que nous avons vu les bases de la radioactivité, nous allons donc nous intéresser à la deuxième partie qui est la fission nucléaire. Imaginons un gros atome d'uranium-238. Bien qu'il soit radioactif, cet isotope est beaucoup trop lourd pour pouvoir être cassé lors d'une fission et produire donc une réaction autosuffisante. Il faut l'enrichir avec de l'uranium-235 à hauteur de 3% pour ce qui est du combustible nucléaire et à plus de 90% pour ce qui est des bombes. Lorsqu'un atome d'uranium-235 est percuté par un neutron, il se fracture et libère donc deux sous-produits qui sont du barium-141 et du krypton-92, ainsi qu'une énorme quantité de chaleur et des neutrons. À ce moment-là, les neutrons qui ont été générés par la fission de cet atome se retrouvent éparpillés à l'intérieur du combustible, jusqu'à atteindre un autre noyau d'uranium-235, le fissionner à son tour et provoquer une réaction en chaîne. Cette chaleur est donc extraite du réacteur pour faire bouillir de l'eau, qui fait de la vapeur et qui fait ensuite tourner des turbines pour produire de l'électricité. C'est comme ça par exemple que fonctionne un réacteur nucléaire. Ce flot continu de rayonnement à l'intérieur du réacteur va aussi donner lieu à la création de nouveaux éléments, comme avec le neptunium-239 qui avec le temps se désintègre en plutonium. Et ce plutonium à la fin peut être extrait pour servir à fabriquer des bombes ou alors du combustible dit MOX qui signifie mélange d'oxyde. Et ce combustible peut être réutilisé dans les réacteurs. Pour ce qui est des bombes atomiques, la réaction de fission est strictement la même, c'est juste que contrairement à un réacteur nucléaire où il y a des freins qui sont des absorbeurs de neutrons, une bombe atomique n'en contient pas et du coup la réaction s'amplifie jusqu'à l'explosion de l'appareil. Lorsqu'on parle de bombe atomique, c'est aussi important de différencier bombe à fusion et bombe à fission. Bien qu'une bombe à fusion ait besoin de l'enclenchement d'une bombe à fission, les réactions qui en découlent ne sont pas du tout les mêmes. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me demander en commentaire, ou je pourrais éventuellement réaliser une vidéo dessus dans le futur. Malheureusement, tous ces radioisotopes qui sont générés peuvent être autant utiles qu'ils posent problème. Comme exemple, il y a le technétium-99 qui est utilisé lors des scintigraphies pour localiser certaines tumeurs à l'intérieur du corps. Alors je sais ce que vous allez me dire, soigner des cancers avec la radioactivité c'est un peu contre-intuitif, mais ça marche. Le souci, c'est surtout que beaucoup de ces radioisotopes ont une demi-vie qui est très longue et qui se compte en milliers d'années, voire en millions d'années. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que l'uranium est un élément passionnant, qui a autant le pouvoir de détruire que de créer les choses. L'uranium naturel contient en moyenne 0,7% de l'isotope 235. C'est donc en aucun cas envisageable de démarrer une quelconque réaction en chaîne, ou même construire une bombe à partir de celui-ci. Pour enrichir notre uranium en l'isotope 235, on utilise donc ce qu'on appelle des centrifugeuses. Donc on fait passer l'uranium sous forme hexafluorée qui est un gaz, et en les faisant tourner très vite à l'intérieur de plusieurs centaines de contenants à la suite, on peut les séparer par leur poids, vu que l'uranium 235 est un tout petit peu plus léger que l'uranium 238. Et pour le coup, je peux vous assurer qu'un atome ça pèse pas lourd. Pour compléter cette vidéo, je me suis renseigné sur la façon dont le minerai était extrait, et comment l'uranium était ensuite purifié à partir de ce minerai.
et je me suis dit que du coup réaliser une extraction de l'uranium à partir de différents spécimens de minerais que j'ai pourrait être intéressant. Nous allons donc l'extraire à partir d'un minerai assez commun qui est appelé la torbernite. C'est un phosphate hydraté de cuivre et d'uranium qui est présent naturellement dans la couche terrestre. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un joli morceau qui m'a été donné par un ami minéralogiste. Alors bien que je ne le montre pas sur la vidéo, celui-ci réagit pour briller sous les UV, parce qu'il contient des parties d'autunite à l'intérieur qui sont très fluorescentes. On peut d'ailleurs voir avec mon Gamma Scout, donc qui est un compteur GGR, que sa radioactivité, même en mode gamma, est assez élevée. Pour cette extraction, nous allons avoir besoin de plusieurs produits. Premièrement, donc de l'acide nitrique concentré, de l'eau oxygénée, du carbonate de sodium et finalement de la soude. J'ai aussi par la suite utilisé de l'ammoniac, raison pour laquelle il n'apparaît pas à l'image. Étonnamment, il existe beaucoup de techniques pour extraire l'uranium à partir de son minerai. Alors ici j'ai choisi d'utiliser de l'acide nitrique, mais vous n'êtes pas obligé. J'ai juste trouvé que cette méthode était plus efficace, et vu que j'avais cet acide à disposition, j'ai préféré l'utiliser. On prend donc un contenant, ici j'ai choisi de prendre un Erlenmeyer de 2 litres, dans lequel on met notre minerai d'uranium, un barreau aimanté pour pouvoir agiter, et on rajoute un peu d'acide nitrique, histoire de recouvrir les 2 tiers du minerai. Je précise aussi que normalement cette méthode d'extraction doit aussi fonctionner avec l'autunite, parce que leur structure est similaire, c'est juste que le cuivre à l'intérieur de la torbernite est remplacé par du calcium. Pour le coup, ça reste des phosphates, il ne devrait pas avoir beaucoup de changements. Pour ceux qui seraient intéressés sur les différentes manières qui existent à part celle-là pour extraire l'uranium, je vous mets en description quelques liens de vidéos et de chaînes, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil, ça peut toujours être intéressant. On met sous agitation et on chauffe, jusqu'à dissolution totale du minerai, et on remarque que la solution prend une belle teinte verte qui est due au mélange des ions cuivre qui sont bleus et des ions uranyle qui sont jaunes. J'ai donc volontairement choisi de laisser le minerai sous forme d'un seul bloc au lieu de le réduire en poudre. Ça permet d'éviter par exemple d'inhaler les poussières qui, comme je l'ai dit plus tôt, sont très nocives, et aussi du coup si je l'avais mouillé pour limiter les poussières, de salir de la verrerie pour rien. L'état dans lequel on va laisser le minerai va vraiment dépendre de sa nature. Par exemple, avec la torbernite qui est assez friable, je me suis dit que ça prendrait juste quelques minutes de plus à dissoudre, ce qui a été le cas. Dans le cas où on utiliserait du pêche blend qui cette fois sont vraiment des gros blocs de roche assez durs, il faudrait mieux le réduire en poudre. On laisse refroidir et ensuite on filtre pour retirer les petites particules de sable qui se seraient pas vraiment dissous à l'intérieur de l'acide. Ensuite, bien que ce soit pas obligatoire, on peut commencer à faire chauffer et rajouter un petit peu d'eau oxygénée, ce qui peut aider à purifier le produit à la fin.
on laisse refroidir, et ce que nous allons donc faire maintenant, ça va être précipiter les carbonates en rajoutant du carbonate de sodium. À cette étape-là, je vous conseille vivement de mettre un deuxième récipient en dessous du premier, parce que lors de la neutralisation, on va produire beaucoup de CO2, et si jamais ça venait à déborder, avec ce second récipient, vous pourriez récolter la solution qui est passée au-dessus. À ce moment-là, n'importe quelle espèce basique peut être utilisée, mais je vous conseille tout de même le carbonate de sodium parce qu'il a l'avantage de stabiliser le pH aux alentours du neutre et donc d'éviter de précipiter tout de suite l'uranium avec le reste des sels qu'on a essayé de séparer. On rajoute donc doucement le carbonate à la solution, en faisant attention qu'il n'y ait pas trop de bulles qui se forment, et on va voir un précipité bleu-vert apparaître plus on va se rapprocher de pH neutre. Ce précipité bleu-vert est en grande partie ce qu'on appelle du carbonate de cuivre, qui est donc formé à partir du cuivre qui était présent dans le minerai, et qui va aussi contenir les bouts de radium. C'est cette partie en fait du minerai qui est la plus radioactive. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend les bouts de radium pour les filtrer sous gravité et séparer une solution qui contient encore notre uranium dissous, mais qui ne contient plus d'autres ions métalliques qui pourraient interférer avec sa pureté. Maintenant que nous avons notre solution d'uranium qui est assez pure, ce qu'on va faire c'est précipiter un sel insoluble en faisant passer le tout en milieu basique. J'ai premièrement décidé d'utiliser de la soude, mais je me suis rendu compte que le sel qui précipitait, qui était donc du diuranate de sodium, était dur à filtrer et qu'il avait aussi tendance à s'accrocher aux saletés qui étaient présentes. Du coup j'ai tout redissous dans de l'acide chlorhydrique et ensuite j'ai reprécipité avec de l'ammoniac pour faire du diuranate d'ammonium. En plus de se filtrer plus facilement, j'ai remarqué que le diuranate d'ammonium était aussi plus facile à sécher. Donc si vous avez de l'ammoniac, ça peut être peut-être plus facile de passer par cette méthode.
Du coup on peut laisser le filtre sécher au soleil ou dans un désiccateur avec du chlorure de calcium. Et à la fin, à partir de 19 grammes de minerai, j'ai calculé que j'ai obtenu environ 10 grammes de diuranate d'ammonium. Ça correspond tout de même à un rendement de plus de 50% qui reste assez élevé par rapport à la concentration moyenne de l'uranium dans le minerai. À partir de ce diuranate d'ammonium qu'on vient d'extraire, on va pouvoir maintenant fabriquer plein de sels qui ont des couleurs ou des propriétés qui sont assez intéressantes, dont certains sont même fluorescents. Le bon côté de cette extraction, c'est que, à part les bouts de radium qu'il faut stocker correctement, l'uranium n'est pas vraiment un déchet à cet endroit-là. Si on veut se débarrasser des déchets qui en contiennent, il y a juste à dissoudre par exemple tous les papiers qui ont été souillés dans de l'acide, filtrer et reprécipiter l'uranium sous forme de sel insoluble, donc avec de la soude ou de l'ammoniac. On remarque d'ailleurs que du coup les sels d'uranium sont très peu radioactifs, contrairement aux bouts de radium qui atteignent facilement 300 fois le niveau naturel. Autre fait intéressant, c'est que les bouts de radium semblent être principalement émettrices de rayonnement alpha, vu que le contenant en verre dans lequel elles sont suffit simplement à bloquer tous les rayonnements. Voilà, je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, je vous mets plusieurs liens en description si vous voulez aller regarder. J'espère que celle-ci vous a intéressé. Si vous avez de quelconques questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre rapidement. Je précise aussi que j'ai un compte et un serveur Discord, en plus d'un compte Instagram que j'ai récemment créé. Donc vous pouvez aller me suivre si vous voulez voir de temps en temps des photos de chimie passer sur les synthèses que je suis en train de faire, ou pour parler tout simplement avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, protégez-vous et à la prochaine.